Ok, bon. Du coup, on va parler un petit peu de Marvel, parler un petit peu de cette fameuse tier list qui nous taquine depuis quelques temps, hein. On a déjà fini au moins tout ça, c'est déjà pas mal. Et il y en a encore qu'on n'a pas vu ou dont je me rappelle pas. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de mises à jour. Mais les futures mises à jour arriveront une par une, série par série, projet par projet, film par film, etc. Il doit manquer Eternals, qu'on n'a toujours pas fait. Il doit manquer Moon Knight, qu'on n'a toujours pas fini. Miss Marvel, qu'il faut que je rajoute. She-Hulk, qui arrive bientôt. Et en termes de film, il va manquer Thor, Love and Thunder, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui se prend déjà le plus de critiques pourries dans la gueule. Bon, ça c'est encore autre chose, hein. C'est un film qui a l'air un peu à part. Et puis évidemment, il y a les séries Netflix qui ont été remises sur Disney+, euh, comme Daredevil, Jessica Jones, très bonne série Jessica Jones, etc., etc., qu'il va falloir un petit peu recaser, etc., dans le temps. Et Elstrom, bien évidemment. Mais de toute façon, si vous faites point d'exclamation tier list M, vous verrez les projets de mise à jour un petit peu dans l'ordre. Le prochain, ça devrait être Elstrom, je sais pas encore quand, replacer ce truc. Alors attendez. Ok, alors du coup, Runaway, très rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu ce que c'est une série des mêmes studios que Agent of Shield, exactement, et le Darkhold, donc le livre magique comment ça s'appelle? Du, du- des ténèbres, des enfers, le Darkhold, est le même que dans Agent of Shield, ce qui en fait un côté canonique. Dans la série, attention, alerte spoiler sur Runaway, vous avez la dague et l'épée. Non, la dague et l'épée et la cape. La cape et l'épée, pardon, excusez-moi. Qui apparaissent et qui en font du coup. Comment vous dire ça? On va faire un énorme lien. C'est-à-dire que là, actuellement, les séries Netflix sont officiellement canon au MCU. Qu'est-ce qui est canon aux séries Netflix? La cape et l'épée. C'est officiel, ça a été déclaré. Ce qui veut dire que si la cape et l'épée apparaît dans Runaway ou le Darkhold est le même que dans Agent of Shield, on peut donc en déclarer très rapidement quoi? Oui, on peut donc déclarer que Runaway est canon au MCU. Ce qui fait qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui, et donc parler de ces personnages de la série qui fait 3 saisons et qui a quelques petits soucis, quelques dysfonctionnements. On reviendra un petit peu en parlant des personnages. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais après ça, on va se retrouver sur le 2 Pokémon, les deux en Nuzlocke. J'avais un petit kiff à me faire et puis c'est tombé là-dessus. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par... Donc j'ai rajouté quelques persos, donc, notamment les parents, puisque je savais pas trop si j'allais les mettre. Puis je me suis rappelé qu'on essaie de faire la plus grande liste du MCU, la plus complète, sans néanmoins mettre trop de personnages entre guillemets inutiles. Et bien c'est le cas. Donc là du coup, donc vous vous rappelez de ça, on va juste faire une petite différence, c'est qu'on va essayer... Là on commence à dépasser un nombre, ce que j'appelle la limite, ce qui veut dire qu'on va éviter de classer par ligne. À part ceux qui n'ont pas beaucoup de, on va dire, de persos. C'est-à-dire que les top tiers, on laissera que c'est classé par ligne. Mais les autres, par exemple, cool, là, plus la peine de classer par ligne, puisqu'il y en a beaucoup trop et qu'on n'a pas forcément envie de passer l'équivalent de 2 heures sur Runaway, d'accord? Donc les personnages, je n'ai pas beaucoup, on évitera de classer par ligne, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, commençons tout simplement par les parents de Alex Wilder, donc je ne sais plus le nom des parents exactement, la mère, le père et le fils qui est là, voilà, et le copain. Non, ça on reviendra dessus. Alors, les parents. En vrai, la famille en elle-même est assez pourrie. C'est le cas de beaucoup de familles. Il n'y en a qu'une seule qui, à mes yeux, s'est démarquée, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Non, peut-être deux. Il y en a deux qui se sont démarqués, à mes yeux. Le reste, ça dégage. Non, cette famille-là, elle est assez facile dans le lot. C'est-à-dire que c'est vraiment la famille. Les parents sont des connards, mais ils protègent leur enfant. L'enfant est rebelle. Il s'élève avec quelqu'un d'autre. Extra lala, on n'en parle plus jamais. Non, c'est un peu plus. C'est vraiment le côté un petit peu cliché. Mais la mère est une connasse. Mais alors, elle, le problème, c'est qu'elle n'a pas de limite. Alors que le père est légèrement plus nuancé, légèrement plus complexe, puisque on va avoir le droit de comment dire? On va avoir le droit de d'avoir
un père qui est un connard, mais qui a des limites, qui applique ses limites, mais qui reste quand même le gros dur. C'est-à-dire que quand vous le voyez, ben vous vous taisez quand même. Il impose, vous voyez, là, cette image-là qui vient de la série, c'est le moment où il dit aux flics, vous travaillez pour nous, et vous vous taisez. Voilà, voilà pour. Donc j'aime beaucoup plus le père que la mère. La mère, elle a tué des gens sans aucun scrupule, elle n'en a plus rien à foutre, pour ainsi dire. Du coup, la mère partirait peut-être dans quelque chose où elle est juste correcte, mais alors, on classe ça par ligne, mais il y a quand même des limites. La limite étant Sitwell, je vous le rappelle, pour le côté un petit peu important dans le MCU. Elle, on s'en fout, elle est même pas importante, elle n'est pas attachante, elle va être plus vers le bas, et c'est tout, quoi. Voilà, voilà un peu où elle va aller. Alors que le père va monter d'une catégorie, puisque je pense qu'il est cool, mais pas attachant. Mais il a un côté quand même qui est assez cool et qui en impose tout au long des 3 saisons. Et ça, c'est important de le préciser quand même. Le gosse. Le gosse, c'est autre chose. De toute façon, j'ai une règle qui est quasiment unanime dans beaucoup de séries. Et alors là, je mets au défi les gens de contredire cette règle. C'est que dans la majorité des séries, les gosses sont pas attachants, chiants et on s'en tape. Dans la majorité des séries, hein. Je peux vous citer Carl de Walking Dead. Je peux vous citer tous les gamins de Game of Thrones, hormis Arya, c'est la seule exception. Je peux vous citer tous les gamins de Runaway. Enfin, je peux vous citer beaucoup d'exemples. Là, je n'ai pas qui viennent en tête, il faudrait que je réfléchisse un petit peu plus, en effet. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fils de Diego dont on s'en tape, c'est pas... Non, non, on s'en tape. Enfin, il y a beaucoup de trucs dont on s'en tape quand même pas trop mal, et ce, dans beaucoup de séries, quoi. Et oui, donc du coup, ben voilà, ça donne ça. Alex Wilder, on a un personnage qui est bien développé au long des 3 saisons, et qui a un développement bâclé à cause d'un voyage dans le temps plus tard. Et là, ça casse un peu le truc quand même, c'est-à-dire que là... Le perso devient un connard. Oui. Qui a posé une bombe? Pourquoi? Pourquoi il devient un connard? Aucune logique, rien, on ne le saura jamais. Donc le personnage est un connard, est un méchant, on l'a vu de toute façon quand elle a vu les désirs du personnage, il voulait avoir tous les pouvoirs. Ça aurait été cool de le voir au moins un petit temps. Mais voilà, bon, voilà, personnage un petit peu bof, pour le coup, faut être honnête. Mais... Je suis désolé, je peux plus de ce personnage-là, je suis désolé. Il ira là et on se tait. En revanche, Darius. Alors déjà, quand j'ai vu le nom sur Wikipédia, je me dis Darius comme Darius de League of Legends. Ouais, j'étais complètement matrixé. Non, Darius est un personnage gangster qui a donc un lien très proche avec la vie, parce que c'était un ami très proche du père. Et quand le père s'est rangé, il a laissé le clan à Darius. Depuis, Darius essaye de le titiller un petit peu pour montrer qui est le boss. Il a élevé un petit peu le fils, il a rendu le fils au père parce que quand même Darius c'est un gangster mais il a un code d'honneur. Et je viens de me rendre compte que je parle peut-être dans le vide en vrai, non? Ah non, j'ai mis... Non mais c'est bon, je voulais juste vérifier par acquis de conscience. Parce que j'ai cru que j'avais pas monté le son, c'est de ma faute. Darius, c'est un gangster un peu cool et il arrive à se faire trahir à la fin, au moment où il était devenu attachant. Ce qui veut dire qu'il va aller forcément au-delà du père. C'est-à-dire que le père, elle est dans cool. Je pense qu'on peut le mettre, lui, dans cool, et il va surpasser les personnages attachants, puisqu'on s'attache au personnage, et que sa mort, bon, même ça m'a pas fait pleurer, mais bon, de toute façon, je suis pas très émotif en général dans les séries ou dans les films, sauf exception. Je rappellerai pas l'épisode 16 de la saison 3 d'Agent Shield ou la mort de Yondu. Mais Darius, même si on n'est pas forcément attaché au personnage, même si on ne l'aime pas forcément à fond, ben quand même, on a un petit quelque chose qui s'est quand même fait planter dans le dos, quoi. Et au moment où il était devenu pas forcément méchant comme perso. Donc c'est cool d'avoir un personnage comme ça. La famille la plus barrée de la série, alors ça c'est la famille également dont je me fous le plus, mais alors ça c'est très violent. Ce sont 4 personnages auxquels je ne m'attache pas du tout. Alors il y a le père qui est complètement barré. Alors au début il est cool, hein, il a un petit côté caractère un peu spécial. En saison 3 il a pris un dérapage, je sais pas pourquoi. Enfin je sais pas, il est parti dans les camps hippies, enfin je sais pas pourquoi. Ça colle pas vraiment beaucoup au perso je trouve.
Le père est littéralement... J'ai mis la mère où? Je l'ai mis dans correct la mère, c'est ça? Je l'ai mise assez bas? Ouais, voilà. Lui, je vais mettre à peu près à ce niveau-là, quoi. Bon, voilà, on classe plus vraiment beaucoup par ligne, mais bon. Voilà, on est dans ce niveau-là. Ça me fait mal de mettre Mordo à peu près au même niveau, c'est que je vais quand même monter Mordo un petit peu quand même. On va le monter un petit peu en termes de place. C'est pas exact, c'est approximatif hein, par ligne. Maintenant, il y en a tellement que ça ne vaut même plus le coup de les classer un par un dans la ligne. Molly, enfin, c'est pareil, personnage. Mais alors, elle c'est sûrement la pire, parce que c'est la plus jeune et donc c'est la plus chiante. C'est-à-dire que elle, non, j'ai dit que je laissais cela vers la fin, mais enfin, voilà quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que le personnage, en fait, la règle des enfants dans les séries se colle parfaitement à elle, puisque elle est chiante, elle n'est pas intéressante, elle n'a pas de développement intéressant de personnage, elle ne change pas, elle n'évolue pas, elle reste la même tout au long des 3 saisons. Et même, il y a même des fois où la série te dit, rappelle-toi quand même, elle a 14 ans, elle en subit, mais juste 30 minutes après, mais c'est comme si elle avait le même âge que les autres et qu'elle subissait tout comme si c'était la vie normale. Donc bon, à partir de là, on va monter quand même sur des problèmes à plus ou moins grande échelle. Donc là, voilà, faut qu'on en parle, c'est important. Molly, c'est bof tier. La mère est pareille que le père, sauf que elle, son développement est cassé puisqu'elle a été un autre personnage. Donc là, on va juger un petit peu une espèce de fusion des deux, parce que bon, c'est un petit peu l'actrice qu'on va juger, etc. C'est un peu compliqué, puisqu'il y a des possessions de corps. Donc du coup, c'est un peu compliqué d'en parler. Je vous propose limite de... Je sais pas trop. Enfin, en vrai c'est compliqué, parce que... Je sais pas. Elle est pas aux F tiers. En fait, le truc, c'est que les parents sont limite plus intéressants que les enfants, pour la majorité, on va dire. Mais je sais pas trop, en fait. J'ai envie de la mettre dans correct. Un peu au-dessus du père, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le perso, pendant quasiment une demi-saison, on la voit pas, puisqu'elle est remplacée par la famille des monarques. Et en fait, le truc, c'est que là, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ben, oui et non. Et en fait, le truc, c'est que cette famille-là, on s'en tape. Donc, elle va rester au-delà de correct, quoi. Puis voilà. Puis elle, je sais même plus son prénom. Alors, au début, elle est drôle. Alors, drôle dans le sens un petit peu attachante, etc. Elle a un caractère drôle. Le personnage se détache des autres. Et plus on avance, plus elle correspond aux autres, entre guillemets. Et vraiment, c'est non. C'est un non. C'est pas validé, en fait. Donc le personnage, après elle est un peu plus intéressante comment elle s'appelle que Alex, puisque Alex tout simplement a un développement bâclé de toute façon. Ils ont été obligés de recourir au voyage dans le temps pour finir son développement, tellement c'était la saison devait être finie. Enfin, il n'y a pas vraiment eu de logique si vous voulez, pour être franc. Alors que là, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on peut mettre le personnage un petit peu plus élevé, parce qu'elle, au moins, elle a un semblant de développement intéressant. Voilà. Même si le personnage nous emmerde. Alors, bon, Lydin. Alors, Lydin, on va y compter lui, hein, pour le coup. Juste classé par famille, rapidement. Là, ce sont les Chase. Là, ce sont les Minoru. Et là, c'est Morgan Lafeu qu'on mettra en dernier, bien évidemment. Alors, Lydin, c'est simple. Alors, lui, mais il a aucun développement. Le personnage est mauvais. C'est pas la poubelle. Ah, si, c'est la poubelle, littéralement. Tu mérites une pire poubelle que. Voilà. Bon, écoute, tu vas aller là. Le personnage est montré comme un personnage qui veut se consacrer à l'église de sa femme, puisqu'il a été renvoyé. Donc par intérêt, par recherche de but. Jusqu'à là, bon développement. Et après, il devient littéralement vraiment convaincu par l'église. Pareil, bon développement. Souvenir de son concurrent amoureux, etc. Il se réveille un petit peu, il est combatif, il rejoint en infiltré Jonah, il le trahit, pas de souci. Le moment qui n'a aucun sens, c'est quand il trahit littéralement sa femme, parce que sa femme veut arrêter l'église. Et il devient un véritable connard. Sans aucune raison, en fait. S'il a résisté au lavage de cerveau de Jonah, sa propre église n'a pas pu lui laver le cerveau. Enfin, c'est vachement compliqué cette série sur certains points.
Et le père, dont je ne sais plus le nom, qui était un acteur avant, a subi un développement vraiment catastrophique du personnage, qui ne correspond pas au personnage d'ailleurs, hein, de la saison 3 de toute façon, et dans l'ensemble assez mauvaise. Le seul point positif, c'est Morgane, mais ça on reviendra dessus quand on sera à elle. Donc voilà, Morgane et Nico, mais ça c'est encore autre chose. Donc voilà pour ce qui s'est passé sur le personnage. La mère a un meilleur développement, mais alors le problème c'est qu'en saison 1, c'est la seule parent de toutes les familles qui est ratée. C'est-à-dire qu'elle est fade dans son jeu d'actrice. C'est pas forcément jugé sur ça, c'est un peu... Non, c'est pas un peu, c'est que c'est complètement subjectif, chacun a son avis sur les jeux d'acteurs. Mais je trouve qu'en saison 1, elle n'est pas forcément à fond dans le truc. Et après, il y a la saison 2 et la saison 3 où elle se rattrape. Alors c'est pareil, la saison 2, j'ai un petit trou de mémoire, je ne vais pas vous cacher, sur la mère. Mais, je sais pas, en fait, le truc c'est qu'en fait, elle, son développement de caractère est logique. Elle fait ça au début pour le mec qu'elle aime bien. Après, elle se rend compte que le mec qu'elle aime bien est un vrai connard, donc elle va le trahir. Donc elle protège son bien le plus précieux, sa famille, donc sa fille et son mari. Ensuite, elle va tout simplement les protéger. Après, elle va être enceinte. Après, elle va se faire trahir. Et quand elle va se faire trahir, elle va comprendre l'ampleur catastrophique de sa propre église et elle va vouloir la démanteler pour enlever en fait cette influence nocive sur l'esprit des gens, et notamment des jeunes, parce que c'est quand même plutôt les jeunes qui sont touchés par cette église. Et donc du coup, le personnage a un bon développement au fil des 3 saisons. C'est juste son jeu d'actrice qui est un petit peu fade au début de série, mais on peut pas trop lui en vouloir. De toute façon, la mère est très stoïque dans la série, de toute façon. Donc ça, c'est un oui validé. Bon, on va le mettre, je pense, dans cool, mais pas attachant. Voilà, on va être à peu près au niveau du père, à peu près, grosso modo. De toute façon, les deux sont à peu près pareils. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je vois les choses. Ok. Donc ça, c'est pour déjà les deux. Il est quelle heure? On a 20 minutes de stream. On a fait quasiment la majorité. C'est cool. Ça va être une petite mise à jour. C'est pas mal du tout. Carolina. Alors, Carolina, c'est... Vous voyez, vous prenez n'importe quelle série avec des dramas d'ados. Teen Wolf, Dynasty, Elite. Non, pas Dynasty, mais Elite. Runaway... Qu'est-ce qu'il y a comme truc d'ado? Smallville. Il y a beaucoup. En fait, dans la majorité des séries pour ados, il y a des dramas d'ados dans les collèges, les lycées. Un truc bien cliché, bien gnangnan. Elle, c'est la personnification de tout ça. En fait, c'est le personnage adolescent par cliché. C'est même pas forcément un défaut, mais ça se voit un petit peu trop, quoi. Hop, excusez-moi. Et donc, du coup, le personnage est un peu bof. Néanmoins, sa relation avec son vrai père est pas trop mal. Sa relation avec sa famille, etc. Il y a un truc. C'est pas mal du tout. C'est validé, mais c'est validé moyen. Parce que le personnage est quand même... Enfin, il n'a pas une évolution super ouf, quoi. Je pense que c'est la seule enfant qui va être dans correct, mais correct niveau... Voilà, par là. Enfin non, parce que les deux autres, on en reparlera, mais ils sont quand même pas mal du tout. Voilà. C'est... Je sais pas, il n'y a pas trop à en dire. Alors bon, il y a évidemment les évolutions sur la sexualité qu'ils ont eues. Ça a été bâclé en 2 saisons. Ça a été bâclé même pas en 2 saisons. C'était bâclé en une demi-saison. Par contre, en 2 saisons, on a eu l'évolution de ses pouvoirs. Bon, c'est la seule dont on a vu quelque chose vis-à-vis des pouvoirs. C'est-à-dire que Molly, elle a pas eu trop d'apprentissage. Chase, c'est la théologie, il n'a rien eu de foutre. Alex, même chose. Nico, il y a eu des choses, mais comme je vous l'ai dit, Nico et Chase, de toute façon, c'est les 2 prochains. L'autre avec son dinosaure, enfin je sais pas, elle a subi quelques trucs, mais au final elle l'a maîtrisé quand même assez rapidement. Carolina a eu des vrais cours avec des pouvoirs qu'elle a vraiment découverts. En même temps, elle a été aidée par sa propre race. Mais c'est toujours bon, et même la thématique un peu qu'elle soit extraterrestre, qu'elle ait un peu peur de faire peur aux autres, a été abordée. Non, on est pas mal du tout, hein. C'est bien. Non, c'est une bonne chose, mais pas non plus génial, quoi. De toute façon, la série en elle-même n'est pas géniale, c'est important de le préciser. Joda, on parle de lui depuis quand même quelques temps, c'est important de le préciser. Bon, connu à peu près quand même plus sous la gueule de cet acteur qui est spectaculaire. Je ne rappellerai pas qu'il a joué Balthazar dans Charmed ou le Docteur Fataliste dans la première itération des 4 Fantastiques, entre guillemets, connu au cinéma, parce qu'il y en a forcément eu d'autres avant. Puis après, il a pris le corps du père, c'est encore un petit peu autre chose. Là, on est là vraiment pour parler de cet acteur-là.
Déjà, cet acteur-là a un charisme sans limite, donc déjà à partir de là, vous ne pouvez plus rien dire. Mais surtout, le personnage est intéressant. C'est pas un méchant pour être un méchant. C'est un méchant qui survit et qui veut se casser. Il me semble. Après, s'il détruit la planète, il en a rien à foutre. Mais si ça peut lui permettre de se casser, c'est important. Ce qui est important, c'est de voir que même sa propre famille n'avait pas forcément confiance entre eux, puisqu'il était prêt à trahir son fils et sa femme pour enterrer son autre fille. Enfin, il y a eu beaucoup de choses et il a vécu surtout plusieurs milliers d'années. Et ça, excusez-moi, mais c'est toujours cool de l'apprendre. Hein, parce que bon, dans des RP par exemple, enfin bon, on va pas revenir sur ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le personnage est intéressant, l'acteur est magnifique, dans le sens où il est charismatique, il en impose à l'écran, et il est fait pour être un méchant. Donc bon, c'est très bien validé, c'est un oui validé pour le personnage qui va monter en... Bah, je pense qu'il peut monter juste haut là-dedans, quoi, en fait. Hein. Si vous voulez, je pense qu'il peut aller... pas au-dessus de Charles, quand même, ça me ferait chier, en vrai. Non, mais au pire, tu vas aller par là, tu vois. Tu vas aller dans le top des personnages pas trop dégueulasses, et puis voilà, quoi. Non, non, excusez-moi, Jonah est vachement cool. Alors, je sais pas, son... Là, on parle vraiment du MCU, un oubli tout ce qui est comics. Vraiment, dans le MCU, Jonah est vachement cool. Voilà, on a fini les Dean, je crois. Voilà, là, on est la famille Chase. Les deux parents et le fils. Bon, la mère, déjà, elle a un développement qui est super cool. Au début, femme soumise, cliché un petit peu des femmes battues, mais néanmoins réaliste, parce que c'est comme ça que ça se passe. Elle a des petites, comment dire, elle a des petits moments de conscience où elle a envie de se casser, mais après elle se rend compte qu'elle est un peu dépendante de son mari, etc. Elle essaye de se séparer d'elle, de lui, elle essaye d'arrêter en fait cet enfer, et elle se rend compte qu'il change. Pour de vrai. Mais néanmoins, on a quand même la thématique sérieuse, malgré la série d'ados, où est-ce qu'il a vraiment changé, est-ce que c'est le même, etc. Et après, elle meurt. Ouais, mais c'est très violent, mais c'est vrai. En fait, elle meurt, c'est-à-dire elle devient un programme informatique. Mais ce qui est cool, c'est que ce programme informatique continue en saison 3 à apparaître, aider les personnages et à avoir des émotions. En fait, le truc, c'est que quand ces séries deviennent canon au MCU, quand je parle de Runaway ou de Agent of Shield, il y a beaucoup de choses du MCU, on va dire entre guillemets populaires, que les gens pensent connaître, qui deviennent un peu fades. Notamment, par exemple, les côtés numériques. Pour les gens, Vision, Ultron, c'est unique. Je vous rappelle que dans le MCU, on a donc la mère de Chase, mais on a également les LMD, qui ont des sentiments. Je vous rappelle les Chronicom. Après là, pareil, on est sur un principe de voyage dans le temps pour les Chronicom, et c'est une technologie avancée. Mais Vision et Ultron sont loin d'être les seuls êtres de machines développées dans le MCU. Et c'est important de le préciser. Les émotions, c'est pas forcément rare en fait. Et donc voilà une des parties des choses, c'est quand on associe ces séries en fait au lore du MCU, et ben en fait il y a des choses qui deviennent moins uniques. Donc là on reviendra sur d'autres détails après, mais là par exemple je parle des machines. Et donc la mère est l'une des meilleurs parents avec les deux parents de Nico. Ce sont les trois meilleurs parents à mes yeux sur la série. Je pense qu'on sont en tout cas les plus réalistes et les plus intéressants à suivre en termes d'intrigue. Voilà, même Zola. En fait, elle est un peu devenue une Zola en quelque sorte, si vous voulez. Une fois qu'elle a eu les connaissances et qu'elle a été dans le, comment ça s'appelle, dans la matrice, elle est devenue un peu comme Arnim Zola en quelque sorte. Donc c'est cool, ça c'est bon. Classée là, attachante, normale, personnage cool, actrice qui jouait très très bien, on n'a eu aucun souci. Le père de Chase, alors là c'est pareil que la mère de Molly. Pendant une demi-saison, il jouait pas le père de Chase. Il jouait le fils du non, même pas, il jouait Jonah, pardon, carrément, qui avait changé de corps. Donc là, on est carrément sur une demi-saison sans le personnage qu'il jouait. Donc, pour le coup, je pense que Jonah, ça peut carrément... Enfin du moins, pas Jonah, que le père. Pareil, le père a eu un développement assez réaliste. Père violent, père à fond dans les... Comment ça s'appelle? Dans les inventions. On a eu le cliché, mais néanmoins un truc dramatique et réaliste dans une série d'ados. Ça contrastait beaucoup en fait avec le reste, mais ça collait bien dans l'idée, quelques temps, des fois il y avait des petits trucs un peu plus bizarres. Mais le personnage a eu un bon développement puisque, en fait, on a eu le personnage où on le prenait pour un connard.
on a eu la phase où lui-même se remettait en question, et on a eu la phase où nous-mêmes, on pouvait le remettre en question, puisqu'on a appris son passé, on a appris les raisons. Et en fait, c'est un bon développement de personnage, plus que les autres. Parce que par exemple, excusez-moi, on a eu des backgrounds du père, enfin, du père et de la mère d'Alex. Pourtant, je me suis jamais attaché à eux, parce que c'est pas vraiment des vraies raisons. Ils ont fait de la tôle, c'est des connards bien avant, de toute façon, donc bon... Voilà, alors que lui, en fait, le truc, c'est que la majorité des parents ont eu une espèce de rédemption, alors que pour certains, c'est pas de la rédemption qu'ils ont eu. Hein. Donc, notamment, lui, c'était la rédemption. Les connards qui se font rédempter, pour moi, c'est parmi les meilleurs persos, si c'est logique. Donc, je pense qu'il peut aller là. Par contre, le truc, c'est que la mère de Chase, elle devient badass après, alors que lui, bon, pas tellement, pas plus que ça. Il y a des moments vachement cool, des moments pas vraiment. Je pense qu'on peut les mettre quelque part par là. Bah Chase en lui-même, alors Chase en lui-même, c'est simple, bon il est pas vachement cool, je vais le mettre à un endroit et je vais vous dire pourquoi après. Voilà... Où est la limite? Voilà. Pourquoi je le mets là? Chase, c'est le petit génie de la bande en termes d'ingénierie. Pas de stratégie, pas... Non, non, en termes d'ingénierie. Au début, gamin prétentieux, la classe du lycée, le cliché. Pareil, série d'ados, il vous faut un connard prétentieux qui est gentil au fond, bah c'est lui. L'acteur, qui me semble joue Théo dans Teen Wolf, mais l'acteur joue bien. Le personnage a un bon développement, quand il se rend compte que c'est un connard, il se bat contre lui. Il a moins d'hésitation des fois, et puis... Il a eu, et c'est l'ado en fait qui a eu le développement après de refaire son revirement de veste pour justement avoir tout simplement envie de se casser et retourner auprès de ses parents. Puisque soit son père était malade, soit son père était mourant, soit il avait envie de retrouver sa famille, soit de protéger sa mère, enfin il y a eu plein de raisons. C'est le gamin qui a eu le plus d'orientation extérieure vis-à-vis des parents, parce que Runaway quand même, en définition en français, c'est les fugitifs, vis-à-vis de fuir les parents. Et là en fait le truc c'est que c'est lui qui a eu le plus de difficultés, on va dire, à couper le cordon et rester avec sa famille d'amis en fait. Donc voilà en fait le développement qu'a eu le personnage. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à dire en vrai, parce que bon, c'est pas compliqué, mais voilà. Saison 2, pareil. Saison 3. Alors oui, je n'ai pas trop parlé, mais il y avait la relation du coup avec la fille des Hernandez. Bon, pas trop mal, mais ça a conduit au deuxième point qui fait que le MCU perd un peu entre guillemets de son importance, c'est que dans le MCU, excuse-moi Ant-Man et Stark ont galéré à faire un voyage dans le temps, même avec l'aide de Bruce Banner. Dans le MCU, on a Leo Fitz et le Chronicom dont j'oublie toujours le nom, Enoch, et Gemma Simmons qui ont créé un voyage dans le temps. Bah excusez-moi, maintenant vous êtes même plus trois, mais Chase a passé quelques années dans un bunker et il a créé le voyage dans le temps. Ça vous met bien? Voilà, mais c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Et il est vrai que le Chase du futur dégage une bonne badassitude. Mais, comme je vous l'ai dit, le voyage dans le temps a vraiment fait tâche, puisque je trouve que ça n'a pas vraiment sens d'être là, et c'était bâclé en un seul épisode. Donc dommage, parce que ça donnait vraiment l'impression de, attendez, il nous manque tout un tas de trucs à dire qu'on n'a pas développé, mais il nous reste plus qu'un épisode, quoi. Donc, à mes yeux, c'est quand même compliqué d'avoir vraiment trouvé une série géniale. Mais Chase se détache quand même du lot, avec des gants assez stylés. Bon, c'est un petit peu long le temps qu'ils les mettent au point, ça c'est un peu chiant, ça sert pas autant qu'on le voudrait, mais c'est stylé quand même, ça passe. C'est validé pour moi. Il nous manque la famille Minoru, en commençant par Nico. Bon, Nico qui a un développement sur une première saison un petit peu lent. Deuxième saison, elle commence à se développer un peu. Troisième saison, on apprend carrément que c'est la dimension noire. Ils vont faire un tour là-dedans, c'est pareil, dimension noire, Dormammu. On lit le tout à la dimension magique du MCU. En espérant avoir Nico potentiellement dans Doctor Strange 3 avec Cléa. Mais du coup, c'est pas. On apprend que c'est de la vraie magie. Alors c'est un peu bizarre parce que on apprend que c'est de la vraie magie, alors que depuis 2 saisons, on te tanne que c'est de la magie technologique, que c'est son sang, que c'est une baguette magique très technologique. C'est un petit peu bizarre. Je suppose que c'est un peu comme le marteau de Thor, que ça sert juste à canaliser la magie réelle qu'elle a en elle, etc. Mais vraiment, c'est cool de voir qu'elle a un côté un petit peu c'est vraiment le cliché magique pour le coup. Mais le problème, c'est qu'on est dans une série d'ados et que du coup, ça crée des dramas d'ados.
Voilà. Donc au lieu d'avoir des vrais dramas, vous avez des dramas en mode ouais, tu m'as blessé, etc. Les copains, les amis, ça engueule tout le monde, etc. Enfin, ça va quand même assez loin. Donc le personnage a un très bon potentiel, il est juste gâché parce que c'est une série d'ados. Tu mets le même personnage dans un film réel qui n'est pas un drama d'ado, tu auras ce qu'on appelle un personnage quasi parfait. Voilà. Après, il faut voir aussi le réalisateur et le scénariste, mais non, le personnage est quand même le meilleur des enfants avec Chase. Ils sont deux, ils s'en sortent plutôt bien, je trouve. Donc, à titre personnel, je la mettrais carrément dans attachante, on va dire par. Où ils sont mes personnages attachants là, ma limite. Voilà. J'ai mis qui je n'ai mis un par là, non? Ah, j'ai mis Darius. Un peu moins que Darius quand même en vrai. On va mettre un peu par là, on va arrondir un peu, voilà, par-ci par-là. Parce que Chase, en vrai, il est pas attachant. Enfin, il est badass, mais il est pas vraiment attachant. Nico est attachant dans le sens où bah, c'est la dimension noire, la magie. C'est le côté, en fait, qui te rappelle que c'est quand même lié au MCU aussi, quand même, c'est important de le préciser. Mais surtout, ses relations avec ses parents. Alors, ça a beau être très différent des relations entre Chase et Alex avec leurs propres parents. Elle a une relation avec sa mère et son père qui sont géniales. Mais surtout, dans la saison 3, c'est mis en avant à cause de Morgan Le Fay. Pareil, on reviendra sur Morgan Le Fay, ne vous inquiétez pas, mais c'est important de préciser que le personnage mérite très largement une place dans Cool, puisque ce personnage-là mérite, mais alors vraiment, oh mais alors toi, mais limite, tu vas aller par là et tu vas te mettre très très bien quoi. Le père de Nico est un banger, mais du début à la fin de la série. C'est le mec déjà, pareil que la mère de Chase, un petit peu perdu dans son couple, et pourquoi ma femme me fait le mur froid, etc. Bah, c'est pareil, hein. De toute façon, la mère de Nico est exactement comme le père de Chase, elle est plongée dans son travail, surtout qu'elle, à la place de travailler dans un labo, elle gère carrément une entreprise, hein. Donc là, on est loin du même projet. Et il est prêt, en termes de faute, à s'expier de la mort. Il a quand même failli se sacrifier, je vous le rappelle. Et alors après, il est manipulé par Morgan Le Fay. C'est la partie un petit peu aux tiers. Mais quand il s'en détache, l'image que vous avez là, c'est quand même le père de Nico qui est en train de sacrifier quasiment sa vie avec des lunettes en lisant le Darkhold. D'ailleurs, je me souviens plus, il est mort le père? Comment s'appelle le père déjà? Nico Minoru. Alors, on n'a jamais vu cette image-là dans la série, mais c'est pas grave. Voilà, Robert. T'es mort, Robert? Page introuvable. Robert? Arrête tes conneries, Robert. T'es mort? This is. T'es mort contre qui, toi? Pas de traduction. Attendez, moi je veux une traduction. Très bien, très bien. Ah oui, il avait été dans le coma. En effet, oui, 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 je m'en souviens maintenant. Oui, oui, je m'en souviens. Ok, donc c'est vraiment un sacrifice qu'il avait fait. Ok, j'étais pas sûr de moi. J'avais besoin d'un petit bain dans un petit rebain. Le père il est vraiment génial. La mère, en revanche, bah, elle est mieux pareil, hein, c'est les meilleurs parents, les deux, de toute façon, de la série, avec les Chase. Et en vrai, elle est mieux dans les autres saisons. En fait, c'est-à-dire que là, après, c'est pareil que les autres, elle a une demi-saison où c'est pas elle, en fait. Donc bon, elle est juste un petit peu moins attachante par là. C'est qu'en fait, en saison 1 et 2, c'est le personnage rationnel. Une des plus grandes connasses. Mais c'est pas connasse dans le sens connasse, c'est connasse dans le sens où elle est rationnelle. Elle sait ce qui doit être fait, même si c'est des trucs de connard. Bon, c'est pas vraiment rationnel, c'est plutôt déterminé, on va dire. Têtu. Et après, quand elle perd en fait ce sens de bah merde, j'ai fait une connerie, quand elle récupère ce sens-là, on va dire, et ben quand même, tu la vois avec des émotions. Et quand tu la vois avec des émotions, tu la vois en colère. Et quand tu la vois en colère, bah tu te dis, bah merde, c'est un bon perso en fait. Bah oui, pas si mauvais que ça le perso. Alors elle est encore en vie pour le coup, mais c'est la première magicienne et elle est quand même allée dans la dimension noire, il me semble, pour aller chez sa fille, si je me souviens bien. Il me semble qu'il y a une petite partie, ou une petite partie où elle est dans la dimension noire. Hein.
pour aller chercher sa gamine, ou l'inverse, la gamine. Je sais plus vraiment comment ça s'est passé, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas revu cette série. Mais je sais que le personnage est quand même vachement cool. Et bon, par contre, le moment où la gamine prend possession de son corps, la gamine des monarques, on est quand même parti sur une. Parce que c'était très volontaire de faire l'opposé. Bah alors là, elle mangeait des sucreries, c'était une gamine, si vous voulez quoi. Très différent du caractère du perso. Et alors là, Morgan le fait. Bon alors là, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce personnage qui va monter immédiatement en super cool. Morgan le fait. Excusez-moi de le préciser très rapidement, mais Morgan le fait a fait comme Néron dans les Legend of Tomorrow. Legend of Tomorrow, c'est quelque chose de très spécial. Je vais vous faire un petit pitch très rapidement. C'était voyage dans le temps. Le parti vraiment WTF du DC Comics, limite, ça n'a aucune cohérence. C'est une série où vous déconnectez votre cerveau, vous vous posez devant et vous êtes comme ça. Oh. Mais non, c'est logique ça. Voilà. Un petit jeu d'acteur sur 20. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, dans cette série, un démon est revenu sur Terre. Je ne vais pas trop vous spoiler parce que c'est pas trop le sujet. Et il a fait signer. En fait, vous savez, quand vous mettez une application, vous avez les conditions d'utilisation. C'est en général entre 20 et 21 000, pardon, entre 20 et 21 000 pages à lire. Et vous ne les lisez jamais. Vous mettez accepter, voilà, et on n'en parle plus jamais. Et bien ce mec-là, ce démon, a mis dans les conditions de vendre son âme au démon, etc. Ça fonctionnait très bien parce que tout le monde les validait. Il était très, très technologique ce démon. Et ben elle, c'est à peu près la même chose. Elle savait que tout le monde était accro au téléphone. Elle a fait des téléphones magiques. Tout le monde les a pris. Tout le monde était possédé. Elle possédait le monde entier. Donc c'est à peu près la même idée, entre guillemets. En plus, elle est, bon, magie des corbeaux, la dimension noire. Morgan le fait, en plus, dans les comics, c'est un personnage super intéressant. Alors même si, je vous dis, on ne parle pas trop comics, c'est quand même important de dire qu'ils ont quand même introduit Morgan le fait dans le MCU. L'actrice ne joue pas trop mal. Le personnage a un véritable enjeu, c'est-à-dire que là où Jonah a un enjeu plus vis-à-vis des parents, je vous rappelle quand même que la série parle des enfants. Elle est un véritable enjeu, un véritable défi pour les enfants. Le problème, c'est que les enfants sont quand même à chier. Non, excusez-moi, il faut dire les termes. Entre une qui dirige un vieux dinosaure de merde, l'autre qui a des super pouvoirs, mais même pas la force de soulever une voiture correctement. Entre eux, comment ça s'appelle en fait, la seule. Parce que le mec qui donne des gants magiques et l'autre qui a une grosse cervelle, aucun d'eux n'a. Comment dire. Aucun d'eux n'a ce pouvoir pour l'arrêter. Morgan le fait, c'est une menace level Fatalis en fait, level Loki, même un peu plus je pense. Je pense pouvoir dire que elle pourrait battre Loki en 1v1 en magie. Faudrait voir, mais Morgan le fait, c'est une sorcière très puissante. La seule capable de l'arrêter, c'est Nico, parce que c'est la seule sorcière. Et comme elle est en plein apprentissage, elle n'a pas du tout les mêmes pouvoirs que Morgan. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un peu comme Graviton dans Agent of Shield, ce sont des menaces qui sont un petit peu trop élevées pour les méchants. Bon, après que dans Agent of Shield, ils ont quand même trouvé un certain sens logique, avec un sacrifice, etc., pour arriver à le battre. Donc en vrai, Graviton, ça passe encore. Morgan le fait, c'est même pas logique. C'est une sorcière la plus pétée de la série, qui vient de la dimension noire, et elle se bat par une bande de 5 gosses. Ça fait quand même mal. Mais le problème, le seul gros problème, c'est pas que j'aime pas la fille qui a été réanimée, c'est qu'ils ont tué quelqu'un, donc en donnant de l'importance à Morgan, en mode, oui, bah tu es dangereuse, on t'a gagné, mais ça nous a coûté quelque chose, et ils l'ont défait. Alors oui, peut-être qu'il y avait une saison 4 prévue, je sais pas trop, je suis pas trop renseigné s'il y en avait une de prévue ou pas. Il me semble que non, tant que la fin ouverte était volontaire, ce qui moi quelque chose qui ne me plaît pas trop. Mais en fait Morgane a été défaite de la seule chose importante qu'elle avait réussi à faire quasiment. Et c'est quand même vachement dommage. Néanmoins, elle avait le Darkhold. Alors c'est un peu différent, c'est pareil le Darkhold, puisque il me semble que le porteur du Darkhold peut voir quelque chose qui est écrit, mais que si quelqu'un filme, on ne se voit rien, puisqu'il faut que le Darkhold puisse lire l'âme de l'utilisateur pour pouvoir écrire quelque chose en fait. Et là en fait la seule incohérence c'est que le père a filmé le Darkhold, alors un petit peu bizarre mais je peux comprendre. Voilà un peu les gros problèmes de la série. Mais voilà, donc à la canon MCU, pareil, tout est mêlé. On a fait la mise à jour Runaway, c'était cool en vrai, hein, petite mise à jour comme ça.
Après, il y a encore le reste à classer, hein. On n'est pas encore sorti d'affaire. Excusez-moi, hein, on est encore loin du compte. Eternals, Jessica Jones, Punisher, Hellstrom, Eternals, Moon Knight. Puis même, il faut que je fasse la mise à jour de rajouter les personnages après de Miss Marvel, les personnages de She-Hulk. Il faut que je rajoute des personnages après, c'est pareil. Là, il y aura des mises à jour, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Voilà. Mais vous êtes loin d'être laissé tomber, et cette tier list encore moins. Même si j'ai hâte d'arriver à la mise à jour de la deuxième saison de Loki. Alors là, on va créer une case vraiment top tier. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que c'était cool. Bah, pour YouTube, on va s'arrêter là. De toute façon, après, il n'y a pas vraiment de rediff YouTube. Hein, c'est juste pour la chaîne secondaire. Comme j'essaie de faire un peu différemment maintenant pour la chaîne secondaire. Enfin, ça, on verra. J'essaie de l'améliorer doucement. Ok. Bah écoutez, on va partir en petite pause, le temps de changer de jeu. Ce que je vous propose, c'est de partir directement sur Pokémon Noir en premier, puis finir sur Pokémon Diamant étincelant tranquillement. Voilà. Donc, écoutez, petite pause et on se retrouve bah, évidemment tout de suite les amis. Wouhou!